Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission de culture, une émission de société, une émission parfois scientifique. Et je peux vous dire que le continent africain a toutes les chances, si nous savons choisir des hommes qu'il faut quand il le faut, le continent africain a toutes les chances enfin de rebondir. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain, quelqu'un qui a fait ses preuves en Europe et naturellement qui est né au Cameroun, qui a fait des ouvrages magnifiques depuis Séguin jusqu'ici. Nous le recevons parce que industrialiser le continent africain n'est pas vraiment, c'est pas un jeu d'enfant. Il faut industrialiser le continent, il faut faire en sorte que les populations vivent de nos matières premières. C'est important, c'est capital. Et c'est pourquoi préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé a choisi avec Laetitia d'inviter l'un des meilleurs Camerounais en la personne de César Beng. Mon cher César Beng, bonjour. Écoutez, merci de m'avoir invité. Vous le méritez. Merci. Ce qui me plaît chez les Camerounais, c'est que c'est leur pugnacité intellectuelle. J'ai lu quelques-uns de vos ouvrages, j'en étais émerveillé. La première question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce que, honnêtement, industrialiser le continent africain consisterait à copier les modèles européens, asiatiques, et j'en passe? Est-ce que nous devons créer nous-mêmes un modèle d'industrialisation digne de ce nom, qui ne fait pas de mal à l'environnement et qui tient compte de l'humain, ou il faut copier les autres, même parfois quand ça va très mal? Ça, c'est la première question. Écoutez, je vous remercie infiniment parce que c'est une question très importante. Mais je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, faire une clarification. Donc, quand on parle d'industrialisation de l'Afrique, il faut d'abord clarifier quelque chose. C'est-à-dire que l'industrialisation de l'Afrique ne consiste pas, pour répondre à votre question, ne consiste pas à copier le modèle européen ou asiatique du siècle dernier. Ça, c'est déjà la première réponse à votre question. Je vois que c'est pas l'axe qu'il faut. Donc, l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique en ce moment aborde l'industrialisation avec un certain nombre d'éléments nouveaux. Nous avons par exemple la présence du numérique. Nous avons également la présence de la contrainte climatique. Donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, l'Afrique a à faire face à ce genre d'éléments nouveaux qui apparaissent dans la société. Bon, ceci dit, le problème n'est pas est-ce que l'Afrique doit s'industrialiser, c'est comment et pourquoi, en fait. Donc, comme je vous dis très sincèrement, l'Afrique n'a pas besoin de copier un modèle, elle a besoin d'avoir son modèle propre, avec ses réalités locales. Effectivement, bon voilà, c'est la réponse que j'apporte à cette première question. Laetitia. Merci beaucoup. Mais du coup, lorsqu'on parle de son modèle propre aujourd'hui, pourquoi l'industrialisation du continent est une urgence, sachant que le continent contient quand même 54 pays? Et donc, pourquoi en 2026 aujourd'hui, ça devient une urgence? Oui, bon, votre question, je disais qu'elle était judicieuse et je vais essayer d'amener un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, pourquoi l'industrialisation de l'Afrique est urgente? Elle est urgente pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour sortir de la dépendance. Parce qu'aujourd'hui, les économies africaines, en fait, exportent les matières premières et reçoivent les produits transformés. Ce qui fait que la valeur ajoutée est très faible sur le continent. Donc, les économies africaines n'ont pas de valeur ajoutée assez élevée. Premier élément. Donc, c'est sortir de la dépendance. Donc, le deuxième élément, à mon sens, c'est que cette situation actuelle crée très peu d'emplois. Nous avons actuellement, chaque année, des millions de jeunes Africains qui viennent sur le marché du travail. Donc, impossibilité d'absorber, de trouver des emplois à ces jeunes. Deuxième élément, création de peu d'emplois, donc nécessité d'une industrialisation urgente. Troisième élément, lutter contre la vulnérabilité des économies africaines. Avec les chocs pétroliers, vous voyez, en ce moment, dès qu'il y a un choc à l'international, on a des conséquences sur le continent africain et on n'a pas forcément toujours
les moyens pour y remédier. Donc, pour moi, l'industrialisation est urgente parce que, elle permettra de créer des emplois massifs et elle permettra à l'Afrique d'avoir ce que l'on appelle souvent la souveraineté économique et la stabilité sociale. Je voudrais bien que les choses soient campées. Quand le président Ouattara, jeune économiste distingué, avait été appelé par Houphouët-Boigny pour redresser l'économie, on a parlé de l'industrialisation de l'Afrique à l'époque. C'était même dans le canevas du président Ouattara, de l'actuel président Ouattara, cette industrialisation sans pour autant se faire avoir par les prédateurs du marché. Je vous pose la question. Vous n'êtes pas Ouattara, mais vous pouvez quand même répondre en tant que spécialiste de l'industrialisation du continent. Comment se fait-il, depuis que ce jeune ministre, qui est devenu par la suite président de la République, comment se fait-il que certains pays sont en avance en matière d'industrialisation et d'autres sont en retard? S'agit-il d'une question d'hommes qu'il faut, quand il le faut, former les cadres quand il le faut, ou exactement d'où vient la malédiction du fait que nous soyons en retard? C'est une malédiction. Évidemment, cette question appelle un certain nombre d'explications au préalable. Bon, je vais essayer de baliser rapidement la situation des économies africaines au sortir des indépendances. Donc, les sociétés africaines étaient basées sur une économie extractive, en fait. Donc, cette économie ne permettait pas une péréquation, c'est-à-dire un développement harmonieux de tout le continent africain. C'était des économies extractives, donc on extrait et on importe. Donc, premier élément. Deuxième élément, effectivement, il y a eu, dans les années 60, un certain nombre d'investissements qui ont été faits. Sur le modèle soviétique, etc., etc. Bon, les États africains ont essayé au début d'investir sur l'industrie. Mais simplement, cet investissement était en remplacement aux importations. Mais c'était basé sur deux éléments, deux faiblesses. La première faiblesse, c'est que on avait un pouvoir d'achat faible à l'époque. On avait un pouvoir d'achat faible parce que de toutes les manières, ayant des économies extractives, on ne pouvait pas avoir, on n'avait pas d'industrialisation, donc on ne pouvait pas avoir la masse du capital qu'il faut pour essayer de continuer dans l'investissement, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a des éléments contraignants qui ont fait en sorte que ce début d'industrialisation a échoué, mais il y a un troisième élément qu'il ne faut pas cacher, c'est l'endettement et la malgouvernance. Tous ces éléments ont conduit effectivement le problème de l'endettement aujourd'hui est un problème crucial. C'est-à-dire, les États africains, à ce moment-là, se sont jetés dans la dette. Donc aujourd'hui, elle nous poursuit, cette dette. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est changer pratiquement du paradigme. C'est-à-dire, c'est de créer une industrialisation. Bon, mais pour cela, pour répondre encore, aller plus loin dans votre question, c'est que cette industrialisation, on va peut-être venir sur cette question-là, devrait être faite de manière beaucoup plus intelligente. Mais écoutez bien, je ne suis pas là pour faire du mamaya. Julius Nyerere a été un excellent président de Tanzanie. Il avait ce que vous expliquez là, le fait que l'endettement se fait uniquement pour s'enrichir sur le dos des Africains eux-mêmes. Il avait même dénoncé ça avant. C'est-à-dire, vous n'étiez peut-être pas né encore. Nyerere a dit que la manière dont on mène l'industrialisation aussi bien des pays développés que des pays non développés se fait au détriment des pays qui n'avaient pas les moyens à l'époque de résister. Et je vous pose la question, en tant qu'intellectuel moderne, comment se fait-il, depuis que les Julius Nyerere, les Ouattara et autres ont parlé de l'industrialisation, on est toujours par terre? Il faut répondre à la question. Je vais vous répondre à la question. En fait, cette question elle est très simple. Je crois que tout à l'heure, j'ai commencé un peu à déblayer en donnant un certain nombre d'idées. Bon, la malgouvernance, c'est quelque chose de fondamental dans les pays africains. C'est une gangrène, la malgouvernance. Bon, mais quand on a dit ça, il faut essayer maintenant de voir comment on peut faire pour avancer. Bon, le problème de l'industrialisation, pour moi, ça doit être un projet de société en Afrique. Ça veut dire que tout le monde doit prendre ce problème à bras le corps.
la société civile, les autorités publiques, etc. Ça doit être un projet de société. Parce que je pense qu'à mon sens, l'Afrique n'a plus de choix aujourd'hui. Ou elle prend le tournant qu'il faut, ou elle va être marginalisée à jamais. Mais Alors, Laetitia, attends, oui, oui. nous sommes là pour, en principe, donner la parole à quelqu'un qui doit répondre. C'est-à-dire les intellectuels Ouya Ouya, ça c'est fini. Nous voulons des Bon, intellectuels. je pense que je l'ai répondu à la question. Mais bien sûr. Alors, concrètement, avant de passer la parole à Laetitia, est-ce que tu as des pistes aujourd'hui pour qu'effectivement cette industrialisation devienne possible? Je vais répondre à cette question qui me paraît tout à fait fondamentale, puisque c'est un deuxième volet de votre question, qui me paraît tout à fait en continuité avec la première question de Laetitia. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, cette industrialisation ne peut se faire que de manière sélective et intelligente. Elle ne peut pas, pour répondre à votre souci, enfin, pour répondre à l'échec qui a été dans les années 60, enfin, au début des indépendances. Vous avez bien souligné le problème. Bon, effectivement, aujourd'hui, on doit éviter les erreurs du passé. Donc, il faudra qu'on fasse une industrialisation concrètement. Il faut qu'elle soit sélective et, je dirais, et intelligente. Bon, premier élément. À mon sens, il faut que l'Afrique qu'elle transforme les produits qu'elle consomme déjà. Premier élément. L'Afrique doit transformer, parce qu'on est dans le début de l'industrialisation. Il ne faut pas aller chercher des produits ailleurs. Il faut qu'elle transforme ses produits qu'elle a sur le continent. Bon, on peut prendre le domaine de l'agriculture, l'agriculture ou le domaine agro-agricole. Bon, il y a le domaine des ressources naturelles. Il y a même des matériaux de base, par exemple. Donc, premier élément, transformer ce que l'Afrique produit déjà. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'élément capital. Tous les pays africains souffrent de ça aujourd'hui. C'est la sécurité. Sécuriser l'énergie. Tous les pays africains aujourd'hui ont des délaissages. C'est impensable. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut manquer d'électricité et avoir des usines? C'est pas possible. Donc, il faut sécuriser l'énergie. Il faut investir pour qu'on ait de l'électricité de manière constante. Parce que sans électricité, on ne peut pas avoir un début d'industrialisation, on ne peut pas avoir des usines. Deuxième élément. Sécuriser l'énergie, je dis premier élément, je viens de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on transforme les produits que les Africains ont chez eux. Deuxième élément, sécuriser l'énergie. Et troisième élément, formation du capital humain. Tout ce que j'entends par formation du capital humain, c'est tout ce qui est formation technique, ingénierie, etc., etc. Parce que, et ça, c'est vraiment la rame de lancement pour l'industrialisation du continent. Il faut former les hommes et les femmes. L'industrie, c'est la formation des hommes et des femmes. Voilà un peu, pour ne pas être trop long, la deuxième question que j'ai voulu répondre, en sachant parlant de l'aspect concret de l'industrialisation de l'Afrique. Mais du coup, pour peut-être un peu plus étayer sur ce point, parce qu'on parle justement de formation et de sécurisation de l'énergie, mais comme vous l'avez dit au début, l'Afrique exporte la plupart de ses matières premières. Donc la plupart de ces matières premières sont quand même le premier vecteur de l'énergie. On parle aussi des mauvaises gouvernances. Donc là, ma question est, est-ce qu'en fait le nœud du problème, ce n'est pas simplement vraiment l'organisation actuelle des pays et même des États, sachant que la majeure partie, on parlait même de la dette, hein, la majeure partie des aides ou des outils qui peuvent vraiment aider, par exemple, pour même les transferts de technologie, proviennent de l'extérieur. Donc le problème ne vient-il pas premièrement de là? Parce que quand on regarde l'Afrique ou même certains pays, pour parler du Cameroun par exemple, la population est quand même éduquée. C'est que le gros problème, c'est que la jeunesse, on va dire la population, parce que c'est ce qu'elle représente, est surdiplômée par rapport à, comme vous l'avez dit, aux emplois donnés. Donc, aujourd'hui, la question ne serait pas peut-être de retravailler justement ce transfert de technologie ou même de voir comment, en interne, nous pouvons créer nous-mêmes nos technologies puisque nous avons les matières premières. Et donc là, qu'est-ce qui bloque, puisqu'en soi,
On a l'impression que tous les éléments sont présents. C'est comme si on souhaite faire un gâteau, une recette où on a tous les ingrédients, Mhm. mais on a du mal à les faire, à les assembler alors que tout est là devant nous. Mhm. Donc quel est réellement le problème Mais pour pouvoir créer cette industrialisation? Mais je pense que cette question, elle est tout à fait positive. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, les organisations des États africains est à revoir. Puisque, vous savez, pour rejoindre un peu les historiens, en fait, les États africains sont en fait la continuité de l'État colonial, en fait, grosso Mhm, modo. Donc, je vous ai dit en introduction tout à l'heure qu'on était dans les économies extractives. mhm, Donc, ça voudrait dire que les responsables n'avaient pas pour priorité de faire, par exemple, une organisation qui va faire appel à des transferts de technologie, par exemple. mm, Mais pour faire un transfert de technologie, il faut une volonté politique. mm, C'est-à-dire que dans les discussions qui peuvent exister à l'international, je veux donner un exemple très simple. Pour répondre à votre question, prenons les cas concrets. Le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Ils ont fait ce que vous venez de dire, mais de manière exponentielle. Ils ont fait ce qu'on appelle l'achat des transferts de technologie dans les contrats qu'ils avaient avec les Occidentaux. Donc, systématiquement, quand ils ont démarré leur industrialisation, ils ont mis le paquet dans chaque type de contrat, il y avait un transfert de technologie. Et ils ont investi de manière massive dans l'éducation. C'est ce que je disais tout à l'heure, la formation, le capital humain. Donc, vous voyez bien que, pour répondre à votre question est juste, c'est qu'effectivement, il faut revoir l'organisation de nos États, mais surtout, avoir une volonté politique mm. pour booster, je vais dire, ces éléments-là, c'est-à-dire l'éducation, tout faire pour avoir les transferts de technologies, ne plus faire des contrats à l'international sans avoir en retour la nécessité d'impliquer les transferts de technologies, comme je viens de dire, concernant le Japon, Taïwan, etc. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, enfin, vous parlez de changement de paradigme, mais je pense que le changement de paradigme, ça s'impose un peu à l'échelle mondiale. On parle beaucoup de nouvelle ère, on entend beaucoup parler de nouvelle ère, et là, on a l'impression qu'en 2026, nous rentrons dans cette nouvelle ère-là. On parle beaucoup aussi de la diaspora. Maintenant, on se rend compte que la diaspora est une force de frappe pour tous les pays, et notamment pour le continent africain. On sait que la diaspora représente, en termes de puissance financière, simplement, une aide aussi importante que ce que la Banque mondiale peut donner. Donc aujourd'hui, parce que vous parlez aussi de la société civile, sans attendre que les États ou les gouvernements se réorganisent, n'y a-t-il pas là aussi une voie pour réorganiser justement les échanges et l'aide que la diaspora apporte pour créer déjà ce transfert de technologie sans passer par les contrats dont vous êtes en train de parler, sachant qu'il y a déjà ce transfert mais qui est monétaire et que à cette ère aujourd'hui, on sait que la diaspora est quand même très bien implantée en Occident et que ce transfert de technologie peut déjà être réfléchi rien que par la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir réfléchir dans ce sens-là? Je crois que vraiment, cette question-là, cet élément supplémentaire est bien bienvenu. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je vais prendre des exemples concrets. Bon, sans parler, prenons par exemple le cas en Afrique du Rwanda, du Maroc et de l'Éthiopie. En fait, c'est des pays qui sont ouverts parce qu'on a deux types de pays. On a des pays qui sont ouverts à la compétence, donc qui facilitent le retour de la diaspora, puisqu'on sait que la diaspora, c'est un élément clé, comme vous dites, en termes de compétences et en termes de moyens financiers. Mais qu'est-ce qu'on constate en Afrique? On constate deux types d'États. Il y a des États ouverts et il y a des États fermés. Les États ouverts, c'est le cas que je disais, par exemple, le Rwanda, le Maroc et l'Éthiopie, aujourd'hui, sont en tête de pont dans cette Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont des parcs industriels qui font qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, les gens sont ébahis. Quand vous arrivez en Éthiopie, c'est incroyable. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller en Éthiopie. Il faut aller voir. Donc, dans cette Afrique-là, il y a des États qui ont compris l'enjeu essentiel de la diaspora. Mais il y a d'autres, comme certains pays,
du parc francophone où ils sont fermés. Mais ils sont fermés pourquoi? Parce que les gens de la diaspora, ils ont vécu une autre expérience. Mm. Ils ont vu ce que c'est que la liberté. Ils ont un autre vécu. Donc, pour ces États-là, ils pensent que ces gens-là sont déstabilisateurs de leur régime. Au lieu de privilégier la compétence, ils jouent la fermeture. Mais tout simplement pour des raisons de maintien au pouvoir. Parce qu'ils se disent que la diaspora, étant très ouverte, très compétente et ayant expérimenté la liberté, ils sont susceptibles de venir déstabiliser leur pouvoir localement. Donc, ils sont fermés. Et ces États-là ne bénéficient pas de la diaspora. Donc, je réponds effectivement à votre question. C'est un élément central de faire revenir la diaspora. Parce que elle a d'abord une force de frappe, vous l'avez dit. Elle contribue plus que l'aide au développement. Donc, cet élément-là est un élément à prendre en compte pour le développement et l'industrialisation d'Afrique. Mais pour ça, il faut que ces États qui sont fermés s'ouvrent et suivent le peloton de ceux qui sont déjà ouverts. Écoutez bien, le transfert de technologie a fait partie à l'époque du cahier de charges de l'UNESCO. Mokhtar Mbow a mis l'accent là-dessus quand il était secrétaire général de l'UNESCO sur le transfert de technologie dans les pays qui n'avaient pas encore jusqu'ici pratiquement emmagasiné ce qu'on appelle la véritable technologie de développement. Donc ça ne date pas d'hier. Alors, comment se fait-il depuis longtemps qu'on a mis le doigt sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire? Ça bloque. Ça bloque parce qu'il y a la médiocrité contre laquelle il faut lutter. C'est-à-dire ces pays fermés qui disent non, pas question de recevoir la diaspora, c'est par médiocrité. C'est-à-dire que si ceux de la diaspora, mais aussi ceux de l'intérieur, les cadres qui savent qu'il faut se mettre ensemble, aussi bien la diaspora que les cadres locaux pour avancer, c'est une question de médiocrité. Et je vous le dis tout de suite, c'est cette médiocrité qu'il faut combattre. Il faut combattre à la télé, dans les journaux, dire que non, les compétences qui viennent des États-Unis, de France, d'Allemagne, doivent effectivement servir le Cameroun, la Guinée, le Mali et autres. Il faut mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les Africains fuient leurs responsabilités. Il faut mettre fin à la médiocrité par ce que j'appelle les cadres responsables, les ressources responsables. Et c'est ce pourquoi on vous invite ici. Comment faire pour que ces ressources responsables, ces cadres responsables, à l'intérieur comme à l'extérieur, se donnent la main parce que ces médiocres-là, qui essayent de tout casser pour uniquement conserver le pouvoir, ils se font du mal, mais ils font du mal au continent. Ils nous ridiculisent. Donc on vous invite ici pour dire, à partir de maintenant, il faut lutter d'abord contre cette médiocrité, et c'est possible. C'est possible parce que à partir du moment où toi-même, si tu peux aller à Yaoundé aujourd'hui pour dire, écoutez, pour faire votre cinéma, Paul Mia ou pas Paul Mia, moi, ce que je demande, c'est de faire avancer le Cameroun. J'ai l'expérience, j'ai écrit des ouvrages, voilà ce que je viens vous proposer. C'est comme ça que nous allons lutter contre la médiocrité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de la provocation. Non, mais je pense que de toute façon, là, vous tendez une perche qui est tout à fait positive. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait absolument un changement de leadership. Absolument. Mhm. Ça, c'est incontournable. Parce qu'en fait, c'est pas les gens qui ont assuré l'ancienne séquence qui pourront assurer la nouvelle séquence. Ça, c'est Je vrai. crois qu'il ne faut pas se leurrer. Bon, donc, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes politiques africains qui viennent au pouvoir, mais qui doivent avoir pour objectif de penser le continent de manière globale, c'est-à-dire continentale. Mm. Parce que l'industrialisation, c'est pas... On ne peut pas s'industrialiser seul. Parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, il y a une dimension continentale qui doit être prise en compte pour l'industrialisation de l'Afrique, pour faire émerger les valeurs ajoutées, les valeurs ajoutées, etc. Donc, vous voyez bien que c'est un système
le nouveau dirigeant doit déjà penser autrement, c'est-à-dire sortir des États lilliputiens, comme nous les juristes internationalistes on les appelle, c'est-à-dire les petits États, c'est-à-dire avec des petits marchés. Parce que pour avoir une industrialisation viable, pour revenir à votre question, les industrialisations des années 60, c'est qu'il y avait un autre handicap qui était là, c'est qu'on investissait, mais dans des marchés de petite taille. Donc, quand vous faites des marchés de petite taille avec des pouvoirs d'achat faibles, vous voyez qu'il n'y a pas de retour sur l'investissement. Oui. Voilà. Mais du coup, justement, pour revenir à ce leadership, est-ce que ce n'est pas le moment opportun de rappeler aussi ce qu'était le continent donc africain, donc avant même qu'il s'appelle l'Afrique, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce problème aussi de transmission. Donc, quand on parle justement des diasporas et de la liberté, c'est qu'il y a beaucoup de paradigmes qui se mélangent. Et n'est-ce pas aussi l'occasion de créer aussi un nouveau dialogue en rappelant un petit peu quels sont les principes, ou quels sont même l'histoire du pays, comment le continent s'est construit, et que justement, ça pourrait rappeler ce dialogue continental versus étatique. Et concernant certains gouvernements, parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement au niveau des leaderships, mais quand on se met du côté de la société civile, le vrai problème, c'est pas forcément le leadership, c'est de faire les choses. Donc, n'est-il pas aussi opportun de créer ce dialogue avec justement ces leaders, que ce soit au niveau de la société civile, mais aussi des gouvernements, pour simplement se mettre d'accord avec les outils présents, les talents présents, et de simplement reconstruire un dialogue économique, un dialogue aussi historique, de sorte que cette industrialisation puisse prendre sens et qu'on se rende compte que tout le monde sera gagnant, que ça soit au niveau du continent, mais même à l'international. Et donc, rejoint un peu ce que Lanciné était en train de dire, de faire appel justement à nos leaders, à nos intellectuels, mais de parler aussi avec nos chefs d'État et de faire comprendre qu'il n'y a pas de compétition, en fait. C'est que s'il y a cette bonne entente et ces vraies feuilles de route, on se rendra compte que tout le monde, au final, est gagnant, puisque l'Afrique a toutes les matières premières et, encore une fois, tous les outils pour pouvoir être aussi compétitive que l'Occident aujourd'hui. Bon, en fait, je crois que ce que vous venez de dire me permet d'évoquer deux choses. Bon, d'abord, les sociétés précoloniales africaines ont expérimenté la démocratie. C'est déjà une chose claire. La démocratie n'est pas venue après. Ils avaient déjà expérimenté la démocratie. Il y avait la démocratie dans les sociétés précoloniales. C'est un fait. Donc, ça devait quand même fortifier les Africains pour dire que la démocratie, c'est eux qui l'ont créée. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, elle n'est pas seulement appliquée. Il faut la réhabiliter. Les anciens faisaient de la démocratie. Là-bas, là-bas, etc. On n'a pas attendu l'indépendance telle qu'on le dit aujourd'hui. On l'a déjà vécue. Mais elle a été supprimée dans différents pays, surtout francophones, pour des raisons que je vous ai dit tout à l'heure, etc. Bon, colonisation, etc., esclavage. Bon, j'en passe. Bon, donc déjà, les Africains ne doivent pas chercher à comprendre la démocratie vient d'ailleurs. Non, ils sont déjà nés dans la démocratie, mais elle a été étouffée. Premier élément. Maintenant, le deuxième élément, comme on dit qu'on a expérimenté la démocratie, il faut la réhabiliter. Donc, il faut, pour répondre à votre question, instaurer un débat, remettre le débat au sein de la société. Que ce soit la société civile, les artistes et tout ça, il faut remettre le débat qui a été exclu pour des raisons que je disais tout à l'heure. Donc, les Africains, ils ont tout ça en eux. Les aïeux, ils avaient ça. Donc maintenant, le problème, c'est de réhabiliter et de permettre le débat et de permettre l'émulation des compétences, etc. C'est ce que je reviens toujours tout à l'heure en disant que ceux qui ont compris ça, parce que ceux qui ont compris que l'Afrique, la démocratie, c'est elle qui l'a créée, forcément, vont arriver à diligenter des actions qui sont des actions d'ouverture et des actions qui permettront de ne plus se voir en chien de faïence, mais plutôt en complémentarité de compétences. Mais pour ça, il faut maîtriser l'historique
cette affaire. Bon, alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de responsables politiques qui nient complètement, qui refusent de voir cette affaire, pour des raisons individuelles, mais qui n'ont rien à voir avec l'émancipation de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs, dans le livre, l'Afrique qui gagne, dit ceci, dit que l'Afrique a tout pour réussir. Donc il faut qu'elle fasse un certain nombre de préalables pour arriver. Donc l'Afrique qui gagne, elle doit promouvoir la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, elle doit promouvoir la bonne gouvernance. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, la démocratie, nous l'avons. Elle a été seulement écartée. Donc si les Africains se reconnaissent dans ce qu'ils avaient d'essentiel, c'est-à-dire la démocratie qu'ils ont créée, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes conséquences. Il y aura une réappropriation de cette chose, parce qu'on a l'impression que quelquefois, ça vient d'ailleurs la démocratie. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la démocratie, c'est nous qui l'avons créée. Donc ça change le paradigme. Et le professeur Kizerbo avait prévu ça. Il avait tout de suite compris. Kizerbo, qui a été un très grand historien, il a compris qu'il y a eu ce qu'on appelle le doute qu'on nous a mis dans la tête, monsieur l'écrivain. Kizerbo, à l'époque, je vous le dis tout de suite, avait dénoncé avec courage le fait que ce doute a été distillé par l'Afrique noire et mal partie de René Dumont. Bon, on a fait une très grande réunion là-dessus, en disant, on nous met le doute dans la tête tout le temps, puisque vous-même vous reconnaissez, monsieur l'écrivain, que nous avons à un moment donné quand même maîtrisé la démocratie bien avant, on nous a mis un tel doute dans la tête après, avec l'Afrique noire et mal partie, que beaucoup d'Africains ont douté d'eux-mêmes, monsieur l'écrivain. Et ce doute-là continue. Il faut lutter contre ce doute. C'est-à-dire qu'il faut croire en nous-mêmes et faire en sorte qu'une jeunesse responsable, consciente et organisée prenne la relève. Le temps est venu pour que la génération consciente, la génération qui construit, la génération qui veut bâtir, prenne la relève dans nos pays respectifs. On ne peut pas indéfiniment. Comme l'avait prévu déjà Kizerbo, il faudrait parler effectivement à la jeunesse. Et je compte sur toi, en tant qu'écrivain, en tant que spécialiste de l'industrialisation de notre continent, il faut faire passer le bon message. Tu dis, c'est terminé. Ceux qui ont eu le doute dans la tête depuis 60 et autres, terminé. Nous sommes maintenant devenus des hommes à part entière. Nous devons être capables de nous assumer et de marcher sur nos deux pieds. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'écrivain? Oh, je pense que vous avez résumé de manière parfaite et merveilleuse ce qu'on vient de dire. Laetitia. Non, mais moi je suis également d'accord. J'ai juste aussi une autre question, puisque en parlant de paradigme, l'intelligence artificielle prend aussi un grand pas sur les sujets et sur l'évolution en soi. Ne serait-il pas aussi un outil, et je dis bien un outil, qui pourrait faire aussi avancer les choses un peu plus rapidement pour notre industrialisation africaine, au vu de au vu de l'accélération que l'on voit ici en Occident? Je pense que tout à l'heure, quand j'ai commencé l'émission, je vous ai dit que l'Afrique était dans un tournant pour son industrialisation et qu'elle avait en face un certain nombre d'éléments qui est nouveau, c'est-à-dire le numérique, l'IA, comme vous dites, etc. Bon, ces éléments ne sont qu'un plus. Mais il y a un préalable, à mon sens. Il faut d'abord connaître l'énergie dans les pays africains. Parce que comment on va traiter si on n'a pas d'électricité? Le problème, il est qu'à la base, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Il faut être sérieux. C'est comme disait M. Camara, il faut être sérieux. Et ça rejoint ce que vous disiez, il faut qu'on fasse des organisations sérieuses dans nos États et qui est surtout l'éthique, la promotion de l'éthique. Et dans le livre, effectivement, je pose le problème du profil des dirigeants. On ne questionne pas suffisamment le profil de nos dirigeants. Parce que si on questionnait sérieusement le profil, on éviterait des bébés galeuses. Et puis, je pense que c'est à nous de changer. L'Afrique qui gagne a besoin de faire une révolution de mentalité. Mais du coup, en attendant justement, donc la première étape, ne serait-il pas d'instaurer ce dialogue
avec déjà même les leaders de la société civile. Vous parliez des artistes, notamment. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes parce que la culture, c'est aussi un point très important, qui ne demande pas l'énergie, qui ne demande pas l'électricité, mais qui permet de pouvoir se rappeler et de voir aussi les champs des possibles. Donc aujourd'hui, n'est-il pas, peut-être en première étape, important de vous rassembler justement ces leaders intellectuels, mais aussi ces leaders artistiques et de pouvoir créer autour de cela ce premier dialogue qui permettrait de pouvoir amorcer déjà d'actionner faire tourner la roue Je pense, avant d'attendre que le gouvernement ou les États tendent la main? je pense que, de toute façon, la société civile, j'ai dit tout à l'heure qu'on était en face d'un choix, d'un projet de société. Donc, qui dit projet de société, dit forcément l'implication de tous les corps de la société, en fait. Les artistes touchent l'âme. Et l'âme est quelque chose de fondamental dans la vie de l'homme. L'âme, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je pense que ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on aura changé de leadership et que les gens épousent l'ouverture, l'acceptation de l'autre, la nécessité de promouvoir la compétence, etc., dans tous les domaines artistiques, enfin, dans tous les domaines juridiques, politiques, enfin, bref, qu'on ait des sociétés ouvertes, parce que les sociétés sont, enfin, pas tous, je vous dis il y a des exemples en Afrique qui nous montrent de bons exemples. Je vous ai parlé du Rwanda, je vous ai parlé de l'Éthiopie, mais il y a d'autres cas qui nous montrent de mauvais exemples. Donc, même si même si vous faites une réunion de tous les artistes, ça va être encore phagocyté. Si on n'a pas habité, si vous voulez, par cette volonté de changer les choses. C'est pour ça que je parlais de changement de leadership. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'on va changer les choses avec les gens du passé. Je suis d'accord, mais je trouve que dans cette nouvelle ère que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre que le leadership change? Je pense que les actions peuvent déjà être faites par ceux qui le veulent, donc les visionnaires, et de rassembler ces visionnaires-là à créer, au moins co-créer déjà ce dialogue, que ça soit sur un colloque, que ça soit sur un festival, enfin, de co-créer cela. Puisqu'on est quand même dans une ère où aujourd'hui l'information se diffuse très rapidement et que même en Afrique aujourd'hui, même s'il n'y a pas l'électricité, on est quand même informé de ce qui se passe quand nous sommes ici en France ou ailleurs. Donc là, la question, c'est de savoir, parce qu'on met toujours moi, c'est mon ressenti, hein, qu'on est toujours en train d'utiliser la carte de l'État ou le côté latent justement des gouvernances, mais en 2026, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà possibles de faire pour pouvoir commencer à poser la première pierre sans attendre qu'un État ou un gouvernement. Peut-être que je me suis fait mal comprendre tout à l'heure. Je ne veux pas sortir de cette émission en donnant le sentiment que tout élément, tout engagement, toute initiative venant de la société civile ou des Africains doivent attendre un leadership. Peut-être que je me suis mal exprimé. Bon, je suis tout à fait d'accord. Hein. Vous voyez, bon, là je sors un livre sur l'Afrique qui gagne. Bon, je n'ai pas attendu, donc je suis tout à fait d'accord avec eux. On peut organiser des colloques, etc. On peut faire plein de choses. Je crois que, de toute façon, la société civile est importante, elle est déterminante dans la prise en compte de ces problèmes. Bon, mais je voulais simplement dire que quand on a fait ça, il faut aussi, pour ne pas bloquer l'élan, parce que on constate qu'il y a des initiatives qui ont été faites, mais qui ont été phagocytées après et qui sont tombées en désuétude. Donc, je le corrige si j'ai donné ce sentiment-là. Non, au contraire, toute initiative susceptible de rassembler des Africains pour aller vers l'avant, c'est une bonne chose. Mon cher ami, industrialiser l'Afrique, évidemment, passe par l'électrification. Je peux vous dire que, comment il s'appelle, celui qui avait fait avec Hidalgo à l'époque à la mairie de Paris, son nom me reviendra, qui a dit je vais industrialiser l'Afrique par l'électrification de l'Afrique. À l'époque, à la mairie. C'est Borloo. Borloo. Eh bien, tout d'un coup,
à Hidalgo, on avait fait venir les maires de Douala, de je sais où. Tous les maires africains étaient là. Polo, il vient, il dit voilà, moi je vais industrialiser l'Afrique par l'électrification, il faut qu'on m'en donne les moyens. Oui, et Polo est encore vivant. Et on a cru, ça fait déjà au moins une dizaine, une vingtaine d'années, quand il avait proposé l'industrialisation, et il a dit, je vais faire le tour du monde pour qu'on me donne les moyens pour pour électrifier les pays africains. À l'époque, hein, j'ai vu tout de suite que c'était un effet d'annonce. Voilà. À l'époque, on me dit, mais je dis non, je ne suis pas pessimiste, mais c'est un effet d'annonce. Borloo n'ira nulle part. Borloo fait effectivement son cinéma ici, à Paris, parce que, évidemment, on ne lui demande pas, il faut lui demander des comptes. Alors, il fallait que tel État l'aide, il fallait que machin l'aide. D'abord, l'aide, là, qu'est-ce qu'il va en faire, déjà, pour commencer? Donc, c'était un effet d'annonce. Et il faut sortir des effets d'annonce. Dites aux Africains, des pays comme la République démocratique du Congo, ils ont du pétrole. Commencez d'abord par maîtriser effectivement le flux de votre pétrole. Mettez le pétrole de la République démocratique du Congo au service de votre électrification. Ça, c'est très important. De même qu'il faut dire ça aux Gabonais, il faut dire ça aux Camerounais, il faut dire ça à tous les pays où effectivement le pétrole coule. Sortons de l'effet d'annonce, soyons pratiques. Et c'est le conseil qu'il faut donner à la jeunesse, soyons pratiques. Quand nous disons quelque chose, nous devons le faire avec ceux qui veulent nous aider et évidemment avec ceux qui sont contre. Parce que alors là, ceux qui sont contre, c'est pas ce qui manque. Donc, nous disons l'effet d'annonce terminé. Jean Borloo, maintenant nous partons de nous-mêmes, de notre conscience et de notre créativité pour que l'Afrique, évidemment, sélective, se modernise et enfin quitte la pauvreté. Ça suffit, trop de pauvreté comme ça. Mais c'est surtout que si l'Afrique gagne, c'est tout le monde qui gagne. Voilà. On y réfléchit, c'est surtout ça. Voilà, c'est l'Afrique qui doit gagner. Elle doit gagner parce qu'elle a les matières premières. Elle doit gagner parce qu'elle doit savoir négocier avec les prédateurs économiques. Les Chinois sont très malins. Ils disent, voilà, dès que je vais, par exemple, dans tel pays africain, je ne me mêle pas de leur politique. Je viens, je donne le dessus de table. Je donne le dessus de table, je dis comment au président de la République, au ministre, et ça passe comme une lettre à la poste. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, sincèrement. Et il faut le dénoncer, il faut le dire. Les prédateurs économiques ne doivent pas venir prendre nos matières premières pour pouvoir, justement, eux, s'enrichir et aller de l'avant, et alors que nous, on va à reculons. Il faut arrêter ça. Voilà, mon cher ami, monsieur l'écrivain. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment ou jamais, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Mais vous avez été très brillant. Oui. Je vous remercie infiniment. Je voudrais simplement dire que l'industrialisation de l'Afrique, pour moi, ce n'est pas un slogan. Ça doit être... c'est pas un slogan, c'est pas une promesse abstraite. C'est une urgence historique. Mais pour ça, il faudra, si on veut vraiment prendre le cap, il faut qu'il y ait une volonté politique forte sur le continent. Et surtout, avoir une dimension continentale de nos problèmes. C'est à ce niveau-là que se joue l'industrialisation de l'Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un élément, je n'ai pas publié, mais je vais le dire là en conclusion, qui me fait énormément plaisir, c'est la zone de libre-échange qui a été créée en Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une opportunité formidable. Ça a été créé, donc pour élargir nos marchés. Élargir nos marchés, avoir une discussion régionale, plus continentale, etc., etc. C'est comme ça qu'on va avancer petit à petit et on va construire l'industrialisation de l'Afrique. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat sympathique, intelligent. Parfois, on se porte la contradiction, mais c'est ça la démocratie. Je remercie César Beng d'avoir été à la hauteur de la tâche et bien sûr, nous l'inviterons encore quand il le faudra et à tout moment. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse et de la manière dont vous m'avez accueilli dans vos studios. Vous le méritez. Et bonne continuation. Merci beaucoup.